Alors, de quoi on va parler ce soir? En tout cas, en attendant de voir vos commentaires, de quoi on va parler? On va parler de revenu management et de conciergerie. Conciergerie de location saisonnière, évidemment. On a aussi les conciergeries privées, mais nous, on s'intéresse à l'aspect immobilier. On va parler justement de location saisonnière et de revenu management en tant que conciergerie, donc en tant que professionnel de la location saisonnière. Hello Antoine. Bonsoir à toi, Facebook user. Merci pour ta réponse, Facebook user. Super, bon, on m'entend, c'est génial. Super, merci. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de personnes qui apparaissent en Facebook user. Je pense que c'est un problème de mon système. Vous devez voir côté, j'utilise StreamYard et il semblerait qu'il y ait un petit bug. Bon, c'est pas grave, vous me partagerez vos prénoms au fil de l'eau. Écoutez, bonsoir à tous. Je suis ravie de faire ce live avec vous ce soir. C'est un sujet qui est très très peu évoqué. Alors déjà, le revenu management, c'est pas souvent évoqué. Hein, je pense que ça, tout le monde sera d'accord pour le dire. Mais alors le revenu management pour les conciergeries de location saisonnière, là on se parle d'un sujet, d'un no man's land intersidéral, quoi, vraiment. Donc c'était important que je puisse en parler. Enfin, je trouvais que c'était important qu'on puisse lever le sujet ensemble, s'en parler, poser les questions. L'objectif de ce live, c'est pour ça que je fais des lives, c'est réellement qu'on puisse discuter ensemble, que vous puissiez me poser des questions, me répondre, me challenger aussi avec grand plaisir sur ce que je partage. Donc voilà. N'hésitez pas à répondre, je lis les commentaires en même temps, j'ai fait en sorte de pouvoir les voir pendant que je vous parle, donc c'est vraiment tout l'intérêt de l'exercice. Donc voilà, démarrons, je vous propose de commencer. Alors, j'ai eu des réponses, oui on entend bien, merci. Et oui, quelqu'un me demande pourquoi j'apparaissais en user, mais je te rassure, tu n'es pas le seul à apparaître en user, j'ai beaucoup de Facebook user. Bonsoir Gladys. Gladys, je te vois pas en Facebook user, je te vois en Gladys. Donc, je sais pas, il y a des disparités, je pense, entre les comptes. Je pense que c'est un petit bug technique. Donc, alors, je vais commencer par parler quand même d'un sujet pour les personnes qui n'auraient pas déjà entendu parler de revenu management. Alors, si vous êtes dans ce live, si vous suivez J'affiche complète de façon générale, vous avez probablement déjà entendu parler de revenu management, mais ça mange pas de pain de se faire un petit rappel et de se dire, bon, bah voilà, de quoi on parle quand on parle de revenu management. Le revenu management, c'est vraiment l'ensemble des méthodes qui vont vous aider à gagner plus d'argent des actifs que vous exploitez. Comment on fait pour gagner plus d'argent? En gros, il y a 3 outils dans les leviers du revenu management. Le premier, c'est le fait d'essayer de vendre le plus cher possible, d'être à son maximum de potentiel. Et pour ça, on a la tarification, on a notamment aussi le sujet des promotions. Après, il y a un troisième levier qui est d'essayer de remplir au maximum. Pour remplir au maximum, on a un certain nombre de leviers de remplissage et le plus connu, celui dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est le levier des durées de séjour, c'est-à-dire exiger un nombre minimum de nuits pour les clients qui font des recherches lorsqu'ils souhaitent réserver un appartement ou une chambre d'hôtel dans la ville dans laquelle ils se déplacent. Puis il y a le dernier point qui est le fait d'augmenter le chiffre d'affaires avec les revenus additionnels, donc tout ce qu'on peut vendre autour de la chambre et de faire les prix les plus adéquats possibles sur l'ensemble de ces services. Donc voilà, le revenu management, il a vraiment pour vocation de gagner le plus d'argent possible des actifs qu'on exploite. Pour ça, alors Gladys nous dit, je suis sur YouTube, je préfère que sur Facebook. Eh bien écoute Gladys, je te remercie de me dire ça, parce que ce soir c'est un essai. D'habitude, je fais toujours les lives sur Facebook et ce soir j'ai essayé aussi YouTube. Donc écoutez, si ça fait plaisir à certains, je vais continuer avec grand plaisir. Peut-être que l'expérience est un peu plus sympa sur YouTube, ouais. Donc écoute, c'est sympa de le partager. J'en prends bonne note, merci. Donc voilà pour ce qu'est le revenu management. Maintenant, quel rapport entre le revenu management et la conciergerie de location saisonnière? Évidemment que quand on est un loueur saisonnier ou quand on a des biens à exploiter en location saisonnière, on a exactement les mêmes problématiques que tous les acteurs du tourisme qui utilisent le revenu management. On a des périodes sur lesquelles on a beaucoup de demandes, plus de demandes que ce à quoi on est capable de répondre. Et à l'inverse, on a d'autres périodes sur lesquelles on a beaucoup moins de demandes. On a moins de demandes que le nombre de biens ou de chambres qu'on a à remplir.
Donc, pour ça, la solution qui a été trouvée, les méthodes de revenu management qui solutionnent ça, sont réellement le fait de faire des prix qui sont différents en fonction des périodes et du coup, de pouvoir avoir le plus de chiffre d'affaires possible quand il y a beaucoup de demandes, parce que nos prix sont élevés, et à l'inverse, quand il y a moins de demandes, d'essayer de motiver les personnes à venir sur ces périodes parce que les prix sont plus attractifs. Quand on est à la tête d'une conciergerie, on a réellement cet enjeu fort de augmenter le plus possible son chiffre d'affaires. Alors, dites-moi en commentaire, je pense que ça fait partie évidemment de l'ensemble des échanges que vous avez avec vos clients. Le client veut savoir combien il va gagner, le client veut être garanti, et il a raison, hein, que la conciergerie va pouvoir lui tirer le maximum de chiffre d'affaires de son bien. Et c'est vrai que pour beaucoup de conciergeries, c'est un argument fort de dire voilà, on va faire en sorte de maximiser votre présence en ligne, on va optimiser vos tarifications, on va s'assurer que vous avez un remplissage le plus haut possible. Donc ça fait partie des points incontournables d'une conciergerie. Malheureusement, aux côtés de ça, moi j'observe que dans beaucoup de conciergeries sont quand même des méthodes qui sont parfois un peu obscures. Le revenu management, comment faire varier ses prix, comment faire en sorte d'avoir ce meilleur remplissage. Alors, moi, je vais vous parler, j'ai eu plusieurs échanges avec des conciergeries récemment et je leur ai dit à chacun, il y avait notamment Jérôme, je sais pas s'il est avec nous aujourd'hui, avec qui on a eu un échange hyper intéressant où je lui dis, oh là là, attends, c'est super intéressant tout ce que tu me dis, je note. D'ailleurs, j'ai encore cette feuille, je vous prouve, avec toutes les prises de notes. C'était vraiment très intéressant. Et du coup, je me suis noté un certain nombre de choses sur notre échange parce que on peut avoir des remarques et j'aimerais bien super Jérôme. Jérôme, t'es toi aussi sur YouTube et tu me dis, hello Élise, tu ne vois pas les commentaires Facebook, je pense. Alors c'est possible que je ne les vois pas tous. Alors si vous voyez que je rate des choses, n'hésitez pas à me les renvoyer ou à me les relayer. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous voyez que je rate des questions ou des remarques. Il y a une première chose qu'on s'est dite ensemble et je voudrais en reparler parce que je pense que c'est un point que beaucoup de personnes ont à l'esprit de se dire mais moi je suis ma conciergerie aujourd'hui, j'ai pas assez de biens pour que ce soit utile de faire du revenu management. Ça c'est un truc qui est dommage parce que se dire qu'aujourd'hui on n'a pas assez de biens pour faire du revenu management, ce serait comme se dire que il faut un certain nombre de biens pour que le chiffre d'affaires soit important. Et la réalité, elle est qu'en fait, dès le premier bien, c'est important de performer d'un point de vue chiffre d'affaires. Et j'irais même plus loin. Quand on démarre sa conciergerie, c'est dès les premiers biens qu'il faut tout de suite faire ses preuves pour montrer à ses clients et aux futurs clients que notre performance en tant que conciergerie, elle est vraiment top et qu'on arrive à délivrer un chiffre d'affaires qui est vraiment très intéressant pour les clients. D'ailleurs, je pense que vous le savez bien mieux que moi, mais être partagé par les clients, être recommandé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, être recommandé par les clients à d'autres clients, à des prospects, c'est bien plus puissant que de parler soi-même de son travail. C'est bien plus puissant pour notre conciergerie que d'avoir des clients satisfaits qui partagent ça à leurs amis en disant, écoute, voilà, moi j'ai une conciergerie qui s'occupe de mes biens, nickel chrome, c'est super, je suis hyper content, écoute, je te donne son numéro si tu veux. Ça, c'est puissance 1000 par rapport à aller voir la personne et lui dire, voilà, moi je fais du bon boulot, etc. Donc c'est pour ça que dès le début, on a vraiment intérêt à convaincre tout de suite, même le client numéro 1, que notre travail, il est top et qu'on va délivrer de la performance. Les clients, globalement, ils attendent du résultat. Ils attendent du résultat sur deux choses, en général. Ils attendent du résultat sur la note positive auprès des clients et ils attendent du résultat sur le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, la note, pourquoi ils veulent avoir une bonne note? Il n'y a aucune notion d'ego, évidemment. Ils veulent avoir une bonne note parce que c'est ça qui drive le chiffre d'affaires, parce qu'aujourd'hui, les clients regardent sur les annonces les notes que l'on a avec nos biens. Ça veut dire qu'on a deux volets. On a la prestation opérationnelle qui doit être extrêmement bonne, et ça, c'est pas mon expertise, et je suis certaine que sur cet aspect-là, vous menez l'ensemble des choses qui sont nécessaires pour que ce soit le mieux possible. Et puis, il y a ce deuxième aspect du revenu management, sur lequel beaucoup de conciergeries dépensent aussi énormément d'énergie, et sur lequel je pense qu'on peut continuer encore à aller plus loin et à partager l'expertise sur ce métier-là qui est quand même relativement méconnu. Cindy me dit oui, c'est sûr, sur le bouche à oreille. Me confirme que voilà, c'est quelque chose de très puissant.
Je confirme que c'est ce qui marche le mieux. En plus, les mandats sont plus faciles à signer. Exactement. Exactement. Ah, bonjour Jérôme. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Donc voilà un peu pour le contexte. Alors maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de partager avec vous, du coup, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de s'intéresser au revenu management quand on est à la tête d'une conciergerie. Quand on est chef d'entreprise, et je suis moi aussi à vos côtés bien placée pour le savoir, il y a une chose qui est plus précieuse que tout le reste, qui est plus précieuse que notre trésorerie, que l'argent dont dispose notre société, c'est notre temps en réalité. Ça, c'est le point numéro 1. Et la chose importante à avoir à l'esprit quand on est, mais je pense que vous le savez bien mieux que moi, quand on est à la tête d'une conciergerie, c'est la chose dont on manque le plus. Parce que le métier de conciergerie est extrêmement impacté par une somme de petites choses opérationnelles qui sont toutes importantes, parce qu'on peut pas se permettre de négliger une fuite d'eau, on peut pas se permettre de négliger la communication avec les clients, on est obligé de répondre, c'est tous ces éléments-là qui font la satisfaction client in fine, sauf que ça prend un temps absolument colossal. Donc quand on dirige sa conciergerie, il faut arbitrer et il faut consacrer son temps aux bonnes choses. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi je pense que consacrer du temps au revenu management, c'est une bonne chose. Du temps ou de l'énergie. La première chose, c'est que c'est un avantage concurrentiel incroyable. Quand on crée une conciergerie, quand on est indépendant et qu'on crée sa propre conciergerie, on est en concurrence avec d'autres conciergeries indépendantes. Mais on est surtout en concurrence avec les startups mastodontes alors qui sont soit françaises, soit plus américaines du pays, et qui du coup viennent abreuver de campagnes marketing, qui viennent abreuver avec des moyens que nous, on n'a pas en notre possession quand on est indépendant. Donc, les clients, mécaniquement, vous comparent avec ces acteurs-là. Et qu'est-ce que ces acteurs-là font valoir? Qu'est-ce qu'ils défendent au quotidien? Et je pense que c'est tout à leur honneur, ce sont de bons arguments. Ils défendent le fait qu'ils ont des personnes qui font le revenu management pour eux. Donc, le revenu management aujourd'hui est un argument fort qui va convaincre les clients, c'est un peu comme la clé qui va garantir la performance de chiffre d'affaires et qui va rassurer les clients sur le chiffre d'affaires. Donc si en face de ça, vous avez vous aussi des arguments forts pour dire que oui, mais vous faites aussi du revenu management parce que différentes raisons, vous êtes formé, vous vous faites accompagner, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui en fait, et ben vous savez du coup faire face à cette concurrence et vous savez y répondre. À la différence des gros groupes, c'est que vous pouvez y ajouter un traitement qualitatif du client. Le client n'est pas dans une masse phénoménale de biens comme ça peut être le cas pour ces startups nationales. Donc, vous avez les mêmes armes pour faire face à ces acteurs-là. Bonjour Mehdi de la Martinique. Bonjour, bonjour. Bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez un. Donc ça, c'est le premier point, qui, à mon sens, fait que ça vaut la peine de consacrer du temps et de l'énergie sur ce sujet du revenu management. Après, il y a un deuxième point. On m'a dit, quand on a échangé avec Jérôme sur les conciergeries, c'était il y a 3 jours, je crois, Jérôme. Quand on a échangé sur les conciergeries, alors Jérôme CHT, parce qu'on a 2 Jérôme. On a Jérôme Chalcol et Jérôme CHT. Jérôme CHT, en fait, il y a un point sur lequel on échangeait et Jérôme me disait à juste titre, bah voilà, moi je pense que déjà avec les algorithmes, on peut faire un certain nombre de choses et voilà. Alors, le sujet des algorithmes, c'est un vrai sujet. Les algorithmes sont bien. Alors, ah oui, déjà, il faut que je précise de quoi on parle quand on parle d'algorithmes. Quand on parle d'algorithmes, on parle des outils comme Pricelab, Wheelhouse, Beyond Pricing, qui sont des algorithmes qui vont aller identifier pour vous un prix à positionner sur les différents sites de vente. Comment fonctionnent ces algorithmes? En fait, un ordinateur ne peut pas deviner ce qu'il ne sait pas. Donc, il va pas aller vous faire sortir du lot. L'ordinateur, il va voir ce que font les concurrents et il va vous positionner dans la moyenne de ce qui est fait par les concurrents selon les prix que vous avez demandé, prix moyen, prix minimum. Sauf que il y a un gros problème avec les algorithmes, c'est que, comme je vous disais, l'ordinateur ne peut pas deviner ce qu'il ne sait pas. Et dès qu'il y a une situation complètement nouvelle, l'ordinateur déraille, en fait. Donc, ça signifie que l'algorithme versus ne rien faire du tout sur sa tarification, c'est-à-dire avoir un prix unique toute l'année, ah ben c'est sûr que l'algorithme fait mieux. Ça, c'est indéniable. En revanche, avoir un algorithme et se limiter à ça, quand on est une conciergerie, ça va vous emmener sur des performances qui vont être mauvaises à certaines périodes. Typiquement, actuellement,
sur ces situations qui sont complètement atypiques, les algorithmes sont pas bons du tout. Parce que, en fait, une sortie de confinement, l'algorithme, il a jamais vu ça. De la même façon, sur tout ce qui est événementiel, les algorithmes ne sont pas bons non plus, parce qu'ils n'identifient pas très bien les événements. Quand il y a un décalage d'événements, là, c'est sûr que ça sort de leur radar. Et puis, malheureusement, c'est pourtant, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est pourtant sur ces périodes-là, en général, qu'on arrive à chercher les plus grosses croissances de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que l'algorithme va vous mettre dans la moyenne toute l'année, mais là où vous avez des opportunités de faire des grosses croissances de chiffre d'affaires, ben vous allez passer à côté. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser les algorithmes, mais ça veut dire qu'il faut y ajouter une couche d'intelligence humaine sur l'algorithme pour être vraiment sûr d'être au maximum de potentiel du chiffre d'affaires que votre conciergerie peut obtenir pour les biens des clients. Frédéric me dit « Pourquoi les Jérômes ne sont pas en live avec toi ?» Super sujet. Ah bah écoute, je ne sais pas. J'aurais probablement dû inviter, mais tu as raison, c'est une très bonne idée. J'aurais dû inviter des conciergeries à venir avec moi pour parler de tout ça. Très bon point, Frédéric. Bonjour Elise, conciergerie. Allô Alice, que nous venons de créer. Nous allons signer notre premier contrat avec une cliente d'ici peu. Comment lui faire une estimation plus précise des revenus de cet été au vu de la situation? Merci. Alors, une estimation des revenus de cet été, ça me semble peut-être dommage de limiter à l'été l'estimation de revenus. Pour l'estimation de revenus, de façon générale, ce que moi j'utilise comme étant une estimation basse, c'est les revenus RDNA, AIRDNA, qui est une estimation des ventes réalisées dans le passé avec Airbnb. Ça vous donne une première idée, surtout au début quand vous connaissez pas la ville, du potentiel que vous pouvez attendre d'un bien. Après, là, j'imagine que si vous me dites ça, si vous avez besoin de faire une estimation pour l'été, c'est probablement parce que c'est un bien qui ne vous est pas confié sur l'année, qui vous est confié, j'imagine, que sur la période estivale. Dans ces cas-là, moi, j'aurais réalisé une décote assez importante. Je suis pas, après, ça dépend de chacun. Moi, je suis pas partisane de vendre des paillettes aux clients. Je préfère être très intégriste dans mes estimations, annoncer quelque chose de plus pessimiste au client, et puis par la suite faire une performance qui est au-dessus de ce qui a été annoncé. Mais voilà, je préfère faire les choses dans ce sens-là. Donc dans cette optique-là, il faut réaliser une décote sur le chiffre d'affaires que vous avez. Une idée pour estimer cette décote pourrait être, alors ouais, une idée pour estimer cette décote pourrait être d'aller voir sur RDNA à ce jour quels sont les taux de réservation et les comparer par rapport à l'année dernière. Ça peut être une idée qui vous aide. Si vous voulez, RDNA c'est pas c'est pas forcément transparent tout de suite. Si vous prenez l'abonnement RDNA, vous pouvez m'écrire en message privé sur Facebook et je vous aiderai. Il n'y a pas de problème à lire un peu les chiffres. Jérôme dit vive les Jérômes. Alors bonjour, j'ai signé. Bonjour, j'ai signé sur un compromis pour un bien qui donnera 3 appartements. Mais le problème, ces appartements donnent dans la rue. C'est une grande maison de bourg. Est-ce que j'aurais un souci pour les faire louer? Alors moi, j'ai connaissance d'une difficulté à louer aux femmes pour des biens qui sont en rez-de-chaussée qui donnent sur la rue. Ça, c'est quelque chose qui peut être un frein pour les femmes. Alors, sans préjugés sexistes à 3 francs 6 sous, mais c'est vrai qu'indéniablement, les femmes sont globalement quand même plus vigilantes sur leur sécurité. Et si sur les photos, ça se voit que en fait ça donne sur la rue et qu'on est en rez-de-chaussée, c'est quelque chose qui peut freiner. Après, pour le reste, j'imagine que c'est surtout lié à la nuisance sonore sur lequel il faudra être vigilant. Donc, à voir selon les nuisances sonores. Je pense que ça c'est le fait d'être dans le bien qui pourra vous dire ça. Ne surtout pas s'avancer, il est facile de se cacher derrière la situation exceptionnelle. Moi, je ne fais que des estimations classiques sans prendre en compte cette période. Bah, alors écoutez, ça c'est toute. Après, c'est à chacun de voir en effet si vous avez envie d'être plus optimiste ou plus pessimiste. Moi, je suis quand même, comme je vous partageais, après je vais pas vous faire l'explication 2 fois, mais moi je suis assez partisane de quand même avertir le client, de ménager ses attentes, de s'assurer que ce qui est promis va être possible à réaliser. Donc
Après, voyez selon les tendances que vous observez. Si vous avez déjà des superbes tendances de prise de réservation sur l'été dans votre ville, ça dépend aussi énormément des villes. Donc, si vous avez déjà des signes de frémissement sur votre ville en ce moment sur l'été, bah, peut-être qu'il n'est pas nécessaire, en effet, d'anticiper des décroissances. Mais il y a un certain nombre de villes quand même sur lesquelles il faudrait s'attendre à des décroissances. Pour vous donner une statistique qui pourra vous aider, j'ai entendu sur BFM que habituellement, à cette période de l'année, il y a 60% des Français qui anticipent leurs vacances pour l'été. Et que cette statistique pour cette année est inférieure de 20%. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 60% des Français qui sont en train de préparer leurs vacances d'été, il n'y a que 40% des Français qui sont en train de préparer leurs vacances d'été. Ou qui ont, alors plus que préparer les vacances d'été, qui ont une intention de voyager cet été. Donc ça veut dire que voilà, il y a mécaniquement quand même moins de Français qui s'attendent à se déplacer. Peut-être que là, on est un peu en amont par rapport à notre situation extrêmement exceptionnelle. Donc, il n'est pas exclu que dans les 40%, il y ait peut-être 10% en plus de gens qui vont se décider au pied levé en juillet ou en août parce qu'ils vont étouffer dans leur appartement. Mais les intentions de partir en vacances cet été sont quand même légèrement en décroissance à ce jour. Mehdi me dit bonjour, j'ai une conciergerie et nous souhaitons automatiser accueil, intervenant, etc. Planning, y a-t-il des outils? Alors pour automatiser, il y a l'ensemble des channel managers qui permettent d'automatiser tout ça. Alors les channel managers, il y a une offre qui est absolument pléthorique. Je pense que dans le monde, il doit y avoir des centaines de channel managers différents qui existent. Moi, je suis pas experte en channel manager, donc je vous incite à vous renseigner sur ça plus précisément. En tout cas, c'est ce type d'outil-là qui va vous aider à aller dans ce sens-là. Alors, il y a un lien sur Tourmag. Malheureusement, je vais pas voir. Ah oui, c'est l'enquête Maeva pour cet été. Alors, super intéressant l'enquête Maeva. C'est dites-moi si je me trompe, mais c'est une infographie. Je l'ai publiée sur le groupe, si ça vous intéresse de nous rejoindre, sur le groupe Location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires. C'est un groupe Facebook. On partage énormément d'informations, de points. On anime ce groupe-là avec Sébastien Emonet, qui est directeur des gîtes Alpes-Maritimes. Qui fait aussi un peu de revenu management, donc avec grand plaisir rejoignez-nous. Et on avait partagé du coup cette infographie Maeva qui est extrêmement intéressante. N'hésitez pas à aller la voir. Je vais prendre une dernière question et après je vais continuer à vous partager ce que je devais vous partager parce que sinon, en tout cas c'est bien. Merci de poser les questions, c'est hyper intéressant. Bonjour Élise, j'envisage de monter une conciergerie pour gérer et faire gérer mes différents biens et à terme ceux des clients potentiels de ma ville qui est dépourvu de conciergerie. Ça c'est chouette. C'est l'autoroute. L'autoroute est libre pour toi, quoi. Tu me conseilles quel outil, quel tutoriel, la forme juridique à adopter, s'il est possible en tant que gérant de la conciergerie d'embaucher des personnes qui à terme pourront gérer cet aspect à ma place, dans la mesure où ma profession me conduirait à bouger égal artiste. Ok. Alors attends, il y a plusieurs questions. La première, tu me conseilles quel outil, quel tutoriel, la forme juridique à adopter? Alors, moi, je suis pas non plus experte de création de conciergerie. Je sais que Alban forme des personnes qui veulent créer leur conciergerie. Alban qui est dans le groupe, donc n'hésitez pas à aller la voir pour du coup lui poser ces questions. Je sais qu'elle aide les personnes qui veulent créer des conciergeries. Donc elle pourra vous aider, je pense. S'il est possible en tant que gérant de la conciergerie d'embaucher des personnes qui à terme pourront gérer ces aspects à ma place. Énormément, si ça peut te rassurer, énormément de conciergeries fonctionnent de cette façon-là, avec un système qui automatise les actions opérationnelles, avec la constitution d'une équipe. Alors, par embaucher, tu parles pas, tu précises pas si tu veux des salariés ou des indépendants. La plupart du temps, ce sont des indépendants. Mais en tout cas, ton projet d'avoir une conciergerie automatisée qui fonctionne en grosse partie sans toi, ça fait partie des projets réalistes que beaucoup de dirigeants de conciergerie ont l'ambition d'avoir. Oui, excellente transition. On va revenir au revenu management. Je te remercie de nous recentrer. C'est dommage qu'on n'ait pas ton prénom, Facebook user. Bon, mais revenons-en à nos moutons. Excellent point. Donc, on s'est dit pourquoi ça vaut la peine de consacrer de l'énergie au revenu management. On s'est dit parce que ça donne un avantage concurrentiel incomparable par rapport aux startups nationales. Et ça, c'est très important d'avoir des réponses à donner aux clients qui légitimement vont nous comparer. Le deuxième point, c'est que les algorithmes ne font pas tout. Les algorithmes, c'est pas mal, c'est une excellente base, mais on peut pas se limiter à ça, on est obligé de rajouter une couche d'intelligence humaine. À ce propos, d'ailleurs, j'ai une illustration. Souvent, on me dit, voilà, moi, je voudrais automatiser mon revenu management.
Je comprends hein, cette envie d'automatiser le revenu management, mais ma réponse à ça, c'est mais du coup, pourquoi est-ce que des énormes groupes mondiaux comme Marriott, comme Hilton, comme Air France, toutes ces sociétés-là n'ont pas su aujourd'hui automatiser le revenu management? Ils ont encore une couche humaine par rapport à l'algorithme qui vient du coup compléter l'intelligence de la tarification. Pourquoi est-ce que eux n'ont pas réussi à le faire et nous, en tant que loueurs saisonniers, on réussirait à automatiser tout ça et nous passer de l'humain? Bah, la comparaison parle d'elle-même. Ça veut dire que voilà, aujourd'hui, on n'a pas, ça n'existe pas malheureusement, ou heureusement, parce que sinon, quand ça existera, mon métier n'existera plus. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'ordinateur qui est capable à 100% de remplacer l'humain. On a des ordinateurs qui peuvent nous aider à gagner du temps, mais il faut rajouter une petite couche d'intelligence humaine sur ça. Le troisième point qui est important, sur lequel on peut se dire que ça vaut la peine de passer un tout petit peu d'énergie sur le revenu management, c'est que ça apporte quand même une sérénité sur l'exécution de la prestation qui est incomparable. Pourquoi? Parce que quand on fait du revenu management, on établit en amont notre stratégie pour l'année à venir. On anticipe le futur. Voilà, je suis en train de vous parler de la suite, mais on anticipe le futur et on a du coup une stratégie qui est calée. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est terminé les moments où on regarde ce qui se passe pour dans 2 semaines et on se dit, oh là là, j'ai pas de vente, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? J'augmente, je baisse les prix, puis on hésite et c'est normal. Il y a aussi toutes ces situations où on voit que, clac, on a tout un week-end qui est vendu à 100% et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'ai tout vendu là? J'ai raté quelque chose, c'est certain. Donc, sur ça, le fait d'anticiper sa stratégie en amont, ça permet réellement d'avoir une sérénité. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait sa stratégie, au fil de l'eau, on ne fait que aller évaluer quelles sont les prises de réservation, est-ce qu'on est en train de faire des ventes au bon moment, sur les bonnes périodes, et juste s'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, à ce moment-là, on va réajuster. Mais c'est largement moins chronophage que de devoir tout revoir à chaque fois, de devoir se reposer l'ensemble des questions à chaque fois. Et puis, le dernier point, évidemment, je l'ai mis en dernier parce que c'est le plus important, c'est que ça fait quand même augmenter la performance de chiffre d'affaires. Pour les conciergeries pour lesquelles je travaille, il y a des biens qui nous arrivent, qui sont exploités par des conciergeries, notamment les fameuses startups nationales, sur lesquelles on arrive à faire des belles croissances de chiffre d'affaires. Alors ça, c'est sûr que quand on arrive à proposer ce genre de performance aux clients, c'est chouette, c'est vraiment chouette parce que le client voit tout de suite la différence. J'avais un retour, j'ai eu un retour récemment d'une conciergerie qui me disait, le client nous a dit qu'il a fait plus de chiffre d'affaires en janvier qu'il ne faisait en été l'année dernière, alors que janvier est un mois faible. Donc quand on entend des choses comme ça, moi ça me fait hyper plaisir, ça me donne vraiment du baume au cœur. Je sais pourquoi je me lève le matin, parce que voilà, on fait des choses chouettes comme ça et que ça porte ses fruits, quoi. Donc ça, c'est le genre de nouvelles qu'on a envie d'annoncer à son client, c'est le genre de chiffres qu'on a envie de présenter. Et donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles ça vaut la peine de passer du temps sur le revenu management. Voilà, maintenant, je vais vous parler des piliers sur lesquels passer du temps pour se lancer. Et ce pourquoi je suis en train d'être perturbée, là, je vous avoue, c'est que ça va être le seul live en France sur lequel l'intervenant s'en va de son live. Je n'ai plus de batterie. Je suis à 5% de batterie. Je vais vous demander 3 minutes chrono pour aller chercher mon chargeur. Voyez, je suis désolée, mais c'est ça où le live se coupe. J'arrive, accordez-moi 3 minutes, je suis désolée. Voilà. Je suis certaine qu'on vous avait jamais fait ce coup-là. Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez toujours, que vous me voyez toujours. On n'a pas été coupé. Je vous remercie pour votre patience. Jérôme me dit on peut parler entre nous pendant ce temps-là. N'hésitez pas, avec grand plaisir. Mais je suis déjà revenue. Donc, je reprends le fil de l'histoire. Voilà. Ce que je voulais vous partager, c'est pourquoi ça vaut la peine d'y passer du temps. Mais maintenant, ok, on s'est dit que ça vaut la peine d'y passer du temps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, si on veut demain, voilà, là, vous avez votre conciergerie, vous dites, bon,
allez, j'aimerais bien me lancer sur ça. Je pense qu'en effet, j'ai beaucoup à y gagner. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lancer votre stratégie de revenu management, pour faire un pas vers le revenu management avec votre conciergerie? La première chose à faire, c'est d'éviter les écueils que j'observe chez les personnes qui débutent. Donc, je vous les partage, je vous les donne, ces écueils-là. Donc, je vous en supplie, ne les faites pas. C'est des choses que je vois beaucoup trop. Je vais vous en donner plusieurs. Le premier écueil que j'observe, c'est de casser ses prix de façon automatique en dernière minute. Et le pire, c'est vraiment, je vous dédouane et je vous déculpabilise immédiatement. Le pire, c'est que les channel managers incitent à ça. C'est-à-dire que les channel managers font valoir dans la partie yield management, en plus en général, la possibilité d'aller casser les prix, de faire un discount en dernière minute. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Il y a deux choses. Soit vous faites ça sur une période de forte demande, et auquel cas c'est une mauvaise idée pour la simple et bonne raison que mettez-vous dans l'esprit du gars qui arrive 2 jours avant ou 1 jour avant sur Internet pour réserver une nuitée pour le travail ou que sais-je dans 2 jours, et la demande est forte. Qu'est-ce qui va se passer? Il va voir qu'il y a peu de demandes, sauf que lui, il a vraiment besoin de se loger. Donc, il va être prêt à mettre un peu plus d'argent pour réussir à avoir un bien à l'endroit qu'il souhaite. Donc, ça veut dire que là, vous êtes dans une situation où vous avez cassé les prix et c'est dommage, vous passez à côté de chiffre d'affaires parce que vous vous trouvez avec des clients qui arrivent et qui seraient finalement prêts à mettre un peu plus parce qu'ils veulent absolument trouver un bien. Ça, c'est quand il y a beaucoup de demandes. À l'inverse, quand il y a peu de demandes, s'il y a peu de demandes et que vous arrivez à ce stade des ventes en dernière minute sans avoir vendu, ça veut très probablement dire que votre prix était trop élevé pendant tout ce temps-là. Donc, casser les prix en dernière minute, finir par arriver au bon prix à une semaine du départ, à une semaine de la date de séjour, c'est très court comme délai pour réussir à trouver une vente, surtout quand la demande est faible et que du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des recherches. Donc dans cette situation-là, ça signifie qu'en fait, c'est dès le début qu'il fallait avoir un prix plus bas, un prix bien en adéquation avec le niveau de demande. Donc vous voyez, dans les deux cas, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Alors après, j'exclus pas que parfois, voilà, on a fait, en notre âme et conscience, on a fait un prix qu'on pensait être le bon, on se rend compte qu'on s'est trompé et du coup on doit le baisser. Ça, c'est la vraie vie, ça peut arriver, ça m'arrive aussi, donc ça fait partie de la vraie vie. Mais la seule chose, c'est que il faut que ce soit des cas exceptionnels, il faut que ce soit des cas où on se dit ah là, je me suis trompé, j'en tire les enseignements, la fois d'après je le ferai pas pareil. Il faut pas que ce soit une façon de fonctionner récurrente. Une autre erreur que j'observe aussi, c'est les erreurs sur les gap fill. Alors, c'est quoi les gap fill? Si vous avez commencé un peu votre activité, probablement que vous positionnez des durées de séjour minimum sur la saison. Vous demandez au moins 2 nuits minimum ou 3 nuits minimum. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous demandez par exemple 4 nuits minimum, quand vous avez 2 séjours de 4 nuits qui se réservent, vous avez du coup ce qu'on appelle une dent creuse, et là c'est Emmanuel Guingamp dont je prends la terminologie, je ne sais pas s'il est là ce soir avec nous, une dent creuse qui se crée entre les 2 séjours. Une dent creuse, ça veut dire une possibilité de séjour qui est inférieure à la durée demandée. Par exemple, entre 2 séjours de 4 nuits, vous avez 2 nuits possibles. Sauf que comme vous avez demandé 4 nuits minimum, le système, lui, il est bête, c'est un ordinateur, donc lui, on a demandé 4 nuits minimum, il n'autorise pas la réservation de ces 2 nuits. Même si en réalité, de toute façon, on ne pourrait pas faire 4 nuits, il ne reste que 2 nuits. Donc, pour résoudre ce problème-là, on met ce qu'on appelle des gap fill, c'est-à-dire des autorisations à remplir les trous. Et sur ça, ce que j'observe parmi les personnes qui mettent ces fameux gap fill, c'est qu'en général, on ne met des gap fill que sur une nuit. Sauf que il faut impérativement anticiper toutes les typologies de dents creuses possibles. Donc, si vous avez des durées de séjour minimum de 4 nuits, ben vous mettez du gap fill de 3 nuits, 2 nuits, 1 nuit. Voilà, bon. Ça, c'était le seul point un peu technique de ce que je voulais vous raconter ce soir. Hein, je vous rassure, ça y est, la technicité est terminée. Un autre point que j'observe et qui est pas facile à gérer, et ça, je suis de tout cœur avec tous les dirigeants de conciergerie avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est le fait de faire décider du prix par le client. Ça peut être tentant, en effet. Demander au client, ben voilà, vous voulez qu'on vende à combien? Alors, c'est sûr que c'est important d'avoir à l'esprit les enjeux du client. Le client, il a un prêt à rembourser, il a une rentabilité à assurer. Il faut qu'on sache combien il a besoin d'obtenir de son bien pour être satisfait. Ça fait partie des enjeux de satisfaction client. Mais après ça, le client peut avoir des biais sur la tarification.
Donc, il vaut mieux réellement étudier quel est le potentiel du bien, quel est le chiffre d'affaires qu'on peut obtenir et essayer par la suite de partager avec lui en lui disant, ben voilà, nous, on a identifié que c'est tant. Après, vous voyez, mais on risque de pas vendre. Voilà. Plutôt que de se limiter sans faire l'étude à ce que souhaite le client. Il faut réellement avoir une idée du potentiel qu'on peut attendre du bien. Et puis une dernière erreur que j'observe. Oui, je suis désolée. J'ai un message qui me dit c'est un peu technique. Non, le sujet des gap fill c'était le sujet le plus technique, hein, je vous rassure. C'est technique surtout si vous n'avez pas exigé de durée de séjour et que vous êtes peut-être pas encore avec un channel manager. Mais c'était le seul sujet technique, je vous rassure. On a fini. Tout le reste sera complètement digeste. Et c'est pourquoi j'utilise le mot gafil. Je tiens à le préciser aussi. C'est pas une volonté de faire Jean-Claude Van Damme, pas du tout. C'est vraiment juste parce qu'il y a tous les channel managers utilisent ce mot. Je me suis rendu compte de ça, donc je l'utilise aussi parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir retrouver et évoquer avec le service support de votre channel manager de façon à ce qu'ils comprennent. En français, on dit dent creuse. Selon la terminologie d'Emmanuel Guingamp. Donc voilà. Donc ce que je partageais avec vous, c'est qu'il y a une autre erreur que j'observe aussi pas mal, c'est de se laisser trop influencer par le prix des concurrents. Alors ça, je le dis, je le répète, je suis désolée pour ceux qui m'auraient déjà entendu le dire. Il y a un biais qui consiste à regarder les prix des concurrents et décider de son prix selon le prix des concurrents. Ça, c'est vraiment risqué parce que ça suppose que vous pensez que les concurrents font de meilleurs prix que vous. Vous pensez que les concurrents sont plus experts que vous en revenu management. Dans la plupart des situations, ce n'est vraiment pas le cas. Et je peux vous confirmer, parce que je fais des études concurrence aussi dans mon travail pour les biens que j'exploite, il y a même un certain nombre de conciergeries qui font des prix qui sont parfois extrêmement étonnants. Donc, ne vous laissez pas trop influencer. En fait, comment il faut utiliser une étude concurrence ? Il faut utiliser une étude concurrence pour avoir une idée de la fourchette marché et ne pas en sortir. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être en haut de la fourchette, mais être complètement décorrélé du marché ne vous servira à rien puisque le client va comparer et pour un même rapport qualité-prix, il trouvera des biens plus attractifs, donc il va un peu laisser de côté votre option. Stéphane me dit, pour la fixation du prix et l'étude de marché, tu n'utilises donc que RDNA en voyageant dans les années où tu fais un calcul en fonction des données touristiques ou autres. Pour la fixation du prix et l'étude de marché, j'utilise trois choses, presque quatre. J'utilise RDNA. Ça, c'est sûr, ça me donne une idée. Sauf que RDNA, je l'utilise en sachant exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il n'y a que du Airbnb. Donc, il faut l'utiliser à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on sait que sur Airbnb, on peut vendre un peu moins cher que sur Booking. Donc, je le garde à l'esprit quand je fais l'étude de marché. L'autre point que j'utilise, c'est l'historique du bien. S'il n'y a pas d'historique du bien, je me réfère du coup plus à RDNA, mais l'historique du bien, c'est important. Et même quand vous avez des nouveaux biens qui entrent en portefeuille, vraiment insister lourdement pour obtenir les historiques de performance des biens, les historiques de réservation, parce que c'est réellement ce qui va vous aider aussi à mieux comprendre le potentiel de bien, le potentiel de chiffre d'affaires que vous pouvez attendre de ce bien-là. Ça va aussi vous faire gagner du temps, parce que si vous voyez qu'à certains prix, la performance a été médiocre, par exemple, vous pouvez vous dire, ok, bon, à ce prix-là, ça marche pas très bien. Comment il faut que je réévalue ? Est-ce qu'il faut que je vois à la baisse ? Est-ce qu'il faut que j'incite au long séjour ? Est-ce qu'il faut que j'allège mes durées de séjour ? Voilà. J'utilise aussi des benchmarks concurrence. Donc, je fais des benchmarks concurrence pour me rendre compte de cette fourchette de marché, comme je vous disais. Et puis, le dernier point aussi, c'est pour ça que je vous ai dit presque 4, j'utilise aussi tout ce qui se passe dans la ville. C'est-à-dire que j'étudie en détail le calendrier pour me rendre compte de quelles vont être les périodes de faible et de forte demande. Alors Stéphane, je te remercie parce que c'est une excellente transition vers mon prochain point. Là, je vous ai partagé en fait les erreurs un peu que j'ai pu observer et que je souhaite vous faire éviter justement. Maintenant, j'ai deux clés. J'ai deux clés à vous partager si vous voulez vous lancer en revenu management. Deux clés qui sont incontournables, qui sont des bases en fait. La première clé, et c'est une des clés qui est mise en place dans tous les hôtels. Donc, c'est dire à quel point c'est important, c'est d'anticiper l'avenir. C'est pour ça que les hôtels ont toujours une longueur d'avance, parce qu'ils se posent la question.
de quand est-ce qu'on va avoir de la demande. Quand est-ce qu'on va avoir de la demande et quand est-ce qu'on n'en aura pas, justement. Alors, nous, on va pas anticiper l'avenir comme va le faire un hôtelier, parce que l'hôtelier, lui, il fait du jour par jour, il évalue le taux d'occupation, il évalue le prix moyen, il en déduit des chiffres d'affaires, enfin, c'est un truc extrêmement précis pour chacune des nuits de l'année, donc vous vous rendez compte de la charge de travail. Pour nous, en tant que loueur saisonnier ou en tant que conciergerie, pas nécessaire d'aller à ce niveau de détail-là, c'est pas un niveau de détail qui va nous permettre de générer plus de chiffre d'affaires. En revanche, ce qui va nous faire générer plus de chiffre d'affaires, c'est de nous poser la question sur les jours de semaine et sur les jours de week-end, quelle va être la puissance de la demande? Est-ce qu'on va avoir une demande faible, moyenne, forte ou événementielle? Donc ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'évidemment qu'on va en décliner une tarification différenciée. Et une fois qu'on sait ça, on peut avoir du coup une tarification qui nous génère bien plus de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui fait qu'on sait si on va avoir une demande faible, forte ou moyenne? Il y a différentes choses. La première chose, c'est l'historique. On revient au sujet d'Airdna. Airdna nous dit sur la ville, est-ce que les gens viennent beaucoup ou pas? Donc ça, c'est incontournable de regarder ça. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est les événements. Est-ce que j'ai des impacts de vacances scolaires? Quelles sont les zones de vacances scolaires qui font venir du monde dans ma ville? Ça, c'est important. J'ai beaucoup de villes sur lesquelles j'ai un impact. J'ai beaucoup de villes sur lesquelles je me rends compte que c'est la zone C, par exemple, qui fait venir du monde. Ou alors, c'est le cumul de deux zones. Mais quand j'ai la zone A toute seule, par exemple, ça bouge pas beaucoup. La position des jours fériés, incontournable. Et les événements locaux. Beaucoup, alors pas pour les conciergeries, mais plus pour les clients avec qui je travaille en coaching, me disent non mais moi dans ma ville non mais il se passe pas grand chose. Eh ben je peux comprendre qu'on ait ce préjugé là parce que quand on habite dans une ville on connaît tout par cœur, on n'est plus vraiment étonné par les événements, etc. Et puis on a tendance un peu à filtrer dans notre esprit. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on connaît la ville. Voilà, on n'est plus aux aguets de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut faire le week-end prochain. Faire cette étude prend la peine de regarder où vous avez des événements, va vous permettre d'avoir de bonnes surprises, d'avoir des informations intéressantes pour du coup surfer sur ça pour gagner plus d'argent et griller vos concurrents conciergerie. Qu'est-ce que vous pouvez regarder pour avoir les événements? Il y a deux sites qui sont utiles. Le premier, c'est ThePEC.net. J'ai failli vous dire ThePEC.com, mais non, ThePEC.net. Ça, c'est un site qui est hyper bien, qui ne fonctionne pas pour toutes les villes, mais regardez sur votre ville. Il y a une période d'essai de 30 jours. Regardez sur votre ville. La grosse valeur ajoutée, c'est que vous pouvez trouver des événements B2B. Donc hyper important parce que ce sont justement les événements difficiles à trouver. Les congrès médicaux, les choses comme ça. Il y a un autre site que j'utilisais dans l'hôtellerie qui s'appelle iEvent, i comme les yeux, donc E-Y-E, Event, qui vous permet sur les grandes villes majeures de France, il y a quand même, je pense, au moins une trentaine de villes majeures, donc ça couvre quand même largement la France, les événements importants sur l'année précédente, 2020-2021. Et puis, il y a aussi toutes les recherches Google. Vous pouvez regarder le centre des congrès de votre ville, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les dates, etc. Donc ça, c'est pour se dire, voilà, sur l'avenir, quand est-ce que je vais avoir de la demande, quand est-ce que je vais pas en avoir? Franchement, c'est peut-être un sujet qui semble pas hyper glamour, mais je peux vous dire à 3000% que c'est ça qui va faire la différence sur la performance de chiffre d'affaires de votre conciergerie. C'est ça qui va vraiment vous permettre de savoir dès en amont sur quelle période est-ce qu'il vous faut des prix attractifs pour capter la demande dès qu'elle se présente et sur quelle période vous pouvez vous permettre d'aller plus loin sur la tarification parce que vous avez un événement et parce que les gens vont venir dans la ville. Donc ça, hyper important. D'ailleurs, les hôteliers ne s'y trompent pas. Il n'y a pas un seul hôtelier qui ne se pose pas cette question-là aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison que nous, en tant que conciergerie, on élude le sujet. Et on se prive de ce bénéfice-là. Maintenant, la troisième clé que je voulais vous partager, c'est d'avoir une stratégie tarifaire de conciergerie. Stratégie tarifaire de conciergerie, c'est une stratégie tarifaire, surtout si vous avez dans votre ville une quantité importante de biens. Si vous avez 15, 20 biens dans une ville, voire plus, vous pouvez avoir beaucoup plus de biens dans la ville. À partir d'un certain nombre de biens, une certaine volumétrie de biens, il est difficile d'aller réaliser une tarification bien par bien. Ce serait même, encore une fois, ce serait même pas forcément 20-80 d'aller bien par bien regarder la tarification. En revanche, là où c'est malin de faire ces prix, c'est réellement de faire différents niveaux qualitatifs et différentes localisations.
les biens de plus en plus loin du centre et les biens de plus en plus qualitatifs. Ça vous permet d'avoir une logique tarifaire suffisamment précise pour pouvoir piloter vos prix à l'échelle de la conciergerie. Évidemment, on dissocie aussi par nombre, par type de biens et voilà, par localisation et qualité. Je crois que j'ai du mal à faire deux choses en même temps parce que je suis perturbée en voyant les messages auxquels je n'ai pas répondu à l'heure. Peux-tu nous écrire les 2 sites, s'il vous te plaît? Oui, alors j'écris iEvent, ça c'est le premier. Et le deuxième dont j'ai parlé, c'est thepec.net. Voilà. Est-ce que tu sous-entendrais que mon anglais n'est pas incroyable? C'est pas très sympa, Mehdi. Je plaisante, hein, je suis totalement lucide sur tout ça, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Alors, je n'ai pas bien entendu le nom des sites où trouver les activités. Alors, je les ai écrits, donc normalement, vous allez pouvoir les avoir. Ah, bah super. Ah, merci. Voilà. Donc voilà, avoir une stratégie tarifaire. Mehdi me dit non, pas du tout. C'est gentil. Avoir une stratégie tarifaire de conciergerie qui est vraiment à l'échelle d'un patrimoine de biens. C'est ça qui va vous permettre réellement de piloter des volumes très importants de biens tout en ayant une justesse tarifaire la plus fine possible. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous partager. Après, moi, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Je pense que c'est important que vous puissiez vous accompagner, enfin être accompagné d'un pro pour faire ça. Moi, c'est vrai que je travaille pour des conciergeries. En fait, je fais le revenu management pour les biens des conciergeries. L'avantage, c'est que un pro du domaine va toujours mettre moins de temps que soi-même quand on a le temps d'appréhender, d'apprendre, etc. Un pro qui connaît son métier depuis 10 ans va tout de suite mettre en place de façon beaucoup plus rapide l'ensemble des méthodes de revenu management. Et puis, de façon générale, c'est que ça permet aux dirigeants de la conciergerie de se focaliser réellement sur l'acquisition de nouveaux biens et le fait de faire grossir la conciergerie, de pouvoir l'automatiser, d'y passer le moins de temps possible. Donc, voilà, ça c'est sûr que c'est le bénéfice, à mon sens, d'être accompagné par un pro pour faire ça. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi tout à fait, et c'était d'ailleurs un des points qu'évoquait avec moi Jérôme CHT, Jérôme sur ça, il me disait voilà, moi j'ai envie de monter en compétence sur le sujet. Donc c'est aussi une très bonne idée. Après, il y a, c'est vrai, un nombre de biens à partir duquel c'est difficile de tout faire, à la fois acquérir des nouveaux biens, s'occuper du revenu management, gérer les problèmes opérationnels, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi sur tout ce qu'on a évoqué, Je vais récapituler, peut-être, ce sera intéressant, surtout si je vois qu'on a des personnes qui nous ont rejoints au fil de l'eau sur le live. Qu'est-ce qu'on s'est dit ce soir? On parle du revenu management en tant que conciergerie de location saisonnière. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de passer du temps et de l'énergie sur le revenu management, un petit peu d'énergie sur le revenu management? Ça donne un avantage concurrentiel indéniable par rapport aux conciergeries nationales qui, elles, font valoir le fait qu'elles ont des revenus managers humains qui travaillent pour eux. Ça permet de compléter les algorithmes, parce que c'est vrai que ça arrive qu'on me dise, voilà, avec les algorithmes déjà, on peut très bien, ça peut très bien suffire. Il y a plein de situations que les algorithmes ne savent pas gérer malheureusement parce que l'ordinateur n'est pas capable de sortir du cadre. Donc il faut rajouter une couche d'humain sur ça, une couche de méthode humaine sur ça pour faire en sorte de tirer le maximum de chiffre d'affaires. Le deuxième point, c'est que ça apporte quand même une sérénité d'exécution, une sérénité sur les tendances et le business qui n'est pas présente si on n'a pas fait de stratégie de revenu management. Ça permet de gagner du temps sur la suite. Et puis, le quatrième point sur lequel ça vaut la peine de s'intéresser au revenu management en tant que conciergerie, c'est que, évidemment, on gagne un chiffre d'affaires plus important des biens qu'on exploite. Et c'est quand même le propre d'une conciergerie, c'est de proposer au client le chiffre d'affaires maximum pour son activité. Et donc, quels sont les piliers que je vous proposais si vous voulez vous lancer ce soir sur le revenu management? La première chose, c'est d'éviter les erreurs que j'observe trop souvent, malheureusement, quand on démarre en revenu management. La première chose, c'est de casser ses prix en dernière minute. C'est pas du tout utile. C'est soit que les prix étaient trop hauts depuis longtemps, soit on passe à côté de chiffre d'affaires parce que le client aurait été prêt à payer le prix non discounté.
Autre point, c'est se tromper sur les durées de séjour, mal paramétrer ces durées de séjour et du coup rester avec des trous entre les séjours qui font que on n'arrive pas à remplir au maximum ses biens. La troisième erreur, c'est de faire que le propriétaire décide à 100% de son prix. Parfois, il y a des réalités marché qu'il faut savoir partager avec le propriétaire pour faire en sorte de remplir au maximum le bien. Quatrième erreur, ne pas se laisser trop influencer par la concurrence et avoir soi-même une stratégie derrière la tête. Ne pas donner les clés de notre activité aux concurrents qui, la plupart du temps, n'y connaissent peut-être pas grand-chose au revenu management. Donc ça, c'était le premier point, le premier pilier pour vous aider si vous voulez commencer maintenant. Le deuxième pilier pour vous aider, c'est d'anticiper l'avenir, de vraiment vous poser la question sur les mois à venir, quelle va être la demande, qu'est-ce qui va impacter ma demande. Et le troisième pilier, c'est d'avoir réellement une stratégie tarifaire à l'échelle de votre conciergerie. Donc, je vous partageais mon astuce de quadriller les biens selon leur localisation, leur niveau qualitatif et la typologie de biens, studio, T2, T3, etc. Voilà pour tout ce que je voulais partager avec vous pour vous aider sur ça, parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Mehdi me dit, est-ce que ça fonctionne aussi pour les travaux d'intendance d'une conciergerie ou que pour la commercialisation des biens? Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu entends par les travaux d'intendance d'une conciergerie? Alors, j'ai raté le temps que tu me répondes. J'ai raté une question de Stéphane. Lorsque tu fais cette tarification de groupe, tu ne prends pas des remarques des clients qui potentiellement se rendent compte qu'ils ont le même prix que les autres biens de ta conciergerie? Alors, ce que tu dis, je suis pas sûre de comprendre, mais dis-moi si j'ai bien compris. Ce que tu dis, c'est qu'un client se dirait « Ah bah mon bien, il est actuellement au même prix qu'un autre studio de même niveau qualitatif situé dans la même zone, et donc je suis mécontent. » Est-ce que c'est ça que tu me dis? Est-ce que c'est ça le risque que tu évoques? Pour que je puisse répondre à la bonne question. Ah, je vois que j'ai des soutiens sur mon niveau d'anglais. Je vous remercie. Ça, c'est sympathique. Alors, hop. Mehdi me dit accueil, ménage, entretien du linge de maison. Alors, sur ça, faire fluctuer la tarification de l'accueil, du ménage, de l'entretien du linge de maison, moi, j'y crois moyennement. Ça dépend des modes de tarification de la conciergerie. Habituellement, les conciergeries ont des modes de tarification qui sont au pourcentage avec tout inclus à l'intérieur. Donc là, tu vois, ça veut dire que finalement, quand on est dans un modèle comme ça, on a plus intérêt à faire en sorte, nous, en tant que conciergerie, de réduire au maximum les frais que ça nous coûte, en réalité, toutes ces prestations-là qu'on sous-traite, pour que la marge qui revient à la conciergerie soit la plus importante possible. Après, si les prestations sont facturées à la tâche, j'imagine que du coup, tu as une facturation sur tout ce qui est accueil, ménage, entretien, donc la partie opérationnelle, et dans un second temps, une facturation sur la partie commercialisation, vente en ligne, etc. Et auquel cas, je pense qu'il vaut mieux réellement travailler le revenu management sur cette deuxième partie pour maximiser le chiffre d'affaires. C'est ma conviction. Alors, Stéphane me dit oui. Oui, par rapport. Alors, franchement, ça n'est jamais arrivé et je serais extrêmement dubitatif que ça arrive. Pour la simple et bonne raison que les clients, en fait, ils veulent surtout une performance en chiffre d'affaires. Donc, tant que la performance est délivrée, je serais franchement extrêmement surprise que ça m'arrive une fois dans ma vie. Vraiment. Et auquel cas, si ça arrivait, en fait, comment j'aborderais cette situation? J'essaierais de comprendre pourquoi le client est mécontent. Parce que je pense qu'au fond, un client qui fait un feedback sur le prix, je suis pas certaine qu'il soit réellement mécontent d'être au même prix que Germain ou Bertrand à côté. Je pense qu'il pourrait être mécontent parce qu'il a la conviction que le prix est trop haut, ou il a la conviction que le prix est trop bas, et auquel cas c'est là où on rentre dans un échange intéressant, de dire ensemble, ok, ce que vous me dites est intéressant, pourquoi est-ce que vous pensez que le prix est trop haut, pourquoi est-ce que vous pensez que le prix est trop bas? En revenu management, je pense qu'il faut être extrêmement humble. Moi, j'ai un abord extrêmement humble de mon métier, c'est-à-dire que j'arrive avec des outils, j'arrive avec des études, je fais le travail d'étudier, de regarder, mais l'expérience
qu'a vécu le dirigeant de conciergerie avec qui je travaille depuis des années a autant de valeur que toute l'étude et les méthodes qu'on connaît. Et l'expérience du propriétaire aussi a aussi de la valeur. Donc il faut vraiment concilier tout ça. Il faut nier aucun point ou aucun feeling qu'on pourrait avoir que c'est bon ou pas bon. Je pense que chaque feedback apporté doit être traité, doit être étudié et partagé pour que ensemble, in fine, je suis désolée, ça fait un peu bisounours, mais que ensemble, in fine, on se dise, ben voilà, quelle est la stratégie qu'on aborde ensemble, une stratégie sur laquelle on est tous convaincus, et comment on fait en sorte, du coup, façon d'aller tous dans le même sens, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de la conciergerie et donc du bien pour le propriétaire. Donc je pense que s'il y avait en tout cas ce type de feedback, il faut vraiment pas mal le prendre quand on fait du revenu management. Il faut surtout le prendre au sérieux, le décortiquer, essayer de comprendre pourquoi et voir si ça va dans le même sens que ce qu'on a étudié, si ça va dans un sens opposé et auquel cas, quelle est la position qu'on prend ensemble. De toute façon, toutes les décisions de revenu management sont des prises de risque. Donc, il faut toujours évaluer, voilà, quelle est la mesure du risque qu'on veut prendre et, in fine, prendre la décision d'y aller ou non. Jérôme me dit, pour augmenter le CA, ta spécialisation est le revenu management, mais est-ce que tu fais également de la vente additionnelle? Alors, la vente additionnelle, elle se fait à l'initiative de la conciergerie. Moi, je trouve que c'est vraiment extrêmement important de faire de la vente additionnelle parce que alors, c'est sûr qu'avant la vente additionnelle, il y a déjà pas mal de sujets à optimiser. Il faut s'assurer qu'on a les prix qui sont les plus adéquats sur toutes les périodes de l'année, qu'on remplit au maximum les biens, qu'on s'assure de minimiser les commissions, qu'on augmente le direct. Vous voyez, il y a déjà 3 steps sur ça, sur lesquels déjà on peut aller chercher pas mal d'argent. Et une fois qu'on a tout ça, on peut aussi continuer à se dire, on va faire des ventes additionnelles sur un certain nombre de choses, de la prestation de services, des petits déjeuners ou des choses alimentaires ou des achats possibles à faire dans le bien. Donc moi, je ne peux pas être à l'origine opérationnelle de la mise en place de ces revenus additionnels. En revanche, je peux aider à la tarification de ces prestations-là. Ça peut en effet faire partie d'une mission de revenu management. Du coup, comment tu fais pour définir des séjours plus longs? J'ai minimum 1 nuit par séjour et souvent je reçois des réservations de 1 ou 2 nuits et rarement plus. J'ai minimum 1 nuit par séjour. Alors, pour répondre à ta question, ce qui serait intéressant, c'est que tu me dises est-ce que tu as des longs séjours? En fait, le problème des durées de séjour, c'est que tant qu'on n'a pas été exigeant sur les durées de séjour, on ne peut pas savoir si on a un potentiel pour avoir des séjours plus longs. C'est ça le truc un peu vicieux des durées de séjour minimum. C'est-à-dire que si on accepte tout, il y a fort à parier que du coup, on soit un peu le dernier servi sur les séjours plus longs. Parce que les algorithmes font de telle sorte que Airbnb il a envie que tout le monde puisse avoir une réponse. Et quand je dis tout le monde, je parle des clients, pas nous en tant que hôtes, puisse avoir une réponse sur son bien. Donc c'est sûr que quand quelqu'un se présente avec une exigence de durée de séjour de 1 nuit, il va plus favorablement présenter cette demande de réservation aussi au séjour, aux annonces qui acceptent du 1 nuit. Donc ça veut dire que vous allez être plus rapidement rempli avec des petits séjours et ça va venir créer une sorte de gruyère sur votre calendrier, de telle sorte que c'est encore moins probable que vous ayez des séjours plus longs parce qu'il y a 1 nuit qui est prise sur le séjour de 7 jours, par exemple, qui est demandé par le client. Donc en fait, pour savoir réellement si vous avez du potentiel pour des séjours plus longs, il y a une chose qui peut vous aider, c'est de regarder dans RDNA ce qu'exigent les hôtes. Il y a une deuxième chose qui peut vous aider, c'est le test and learn, c'est-à-dire faire des essais. Alors pas des essais tête brûlée, des essais petit à petit, pour voir si vous exigez des durées de séjour d'1 jour de plus, 2 jours de plus, 3 jours de plus, est-ce que vous avez des tendances de réservation qui restent conséquentes et qui vous permettent de remplir au final. Parce qu'il n'y a que ça, il n'y a qu'en préservant la disponibilité pour des séjours longs que vous allez pouvoir savoir si vous avez le potentiel. Il y a une information qui manque cruellement et moi je désespère de l'avoir un jour, mais j'aimerais bien. Ce serait les durées de moyenne réservées sur Airbnb. Donc ça, si on avait ça dans AirDNA, ce serait génial. Moi, ça me manque cruellement, évidemment. Donc sans ça, on est obligé de fonctionner avec du test and learn. Ou plutôt, comment augmenter le nombre de réservations et plus longue durée. Ben voilà. Donc j'ai répondu à votre question. Mehdi me dit oui, c'est bien ça, merci. Grégory me dit le revenu management sur le proprio, j'y crois pas trop. Alors sur le proprio, qu'est-ce que tu entends sur le proprio?
On fait pas du revenu management sur nos propriétaires, hein. Sur les biens. Mais bon, je plaisante, hein, excuse-moi, mais j'imagine que tu voulais me dire quelque chose que malheureusement je comprends pas, mais je poursuis les commentaires et n'hésite pas à compléter pour que je puisse bien répondre à ce point. Mehdi dit, Jérôme, est-ce que c'est pour moi ta question? Bah, ça, je voulais voir. Non, pour Élise. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question, Jérôme? Ah oui, pour les ventes additionnelles, donc ça c'est bon, on a apporté une réponse. Stéphane me dit, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'humilité. Je pense que si cela survient, alors tu obtiens le prix parfait. Tout à fait. Non, pas bisounours, c'est l'idéal. Ah, je te remercie. Je t'en prie. Jérôme me dit, oui, effectivement, merci pour ta réponse, Élise, avec grand plaisir. J'ai rarement des longs séjours. Et oui, mais c'est pour ça que, en effet, il faut tenter d'exiger des séjours plus longs pour pouvoir les voir, en fait, ces longs séjours. Et d'ailleurs, merci d'en avoir reparlé parce que je me rends compte que j'ai pas dit un point complètement crucial qui fait partie des erreurs quand on débute. Et ça, j'aurais pu le mettre dans la liste des erreurs quand on débute. Un point complètement incontournable, c'est de ne pas exiger de durée de séjour minimum quand on n'est pas en période de forte demande. Si vous identifiez, quand vous allez anticiper l'avenir et vous dire, voilà, est-ce que j'ai beaucoup de demandes, pas beaucoup de demandes sur cette semaine ou sur ce week-end-là, si vous dites, là, je vais avoir peu de demandes, quand on a peu de demandes, on n'est pas en mesure d'exiger un nombre de nuitées minimum. C'est vraiment, en fait, c'est tout simplement considéré comme une erreur de revenu management que de dire, voilà, j'ai pas beaucoup de demandes, mais moi, je vais exiger au moins 3 nuits minimum. Eh ben, c'est une erreur parce qu'en fait, ça entrave notre capacité à remplir en totalité nos actifs. Parce que on n'est déjà pas certain de pouvoir remplir, parce que la demande est faible. Donc, si en plus on place une exigence par-dessus ça, ben là, on entrave doublement notre capacité à faire une bonne performance. Donc, c'est vraiment important de limiter les durées de séjour aux périodes fortes, voire événementielles. Ou moyennes à la limite. Mais là, vous allez me dire, j'ai perdu mon latin. Excusez-moi. J'ai perdu mon latin. Je suis désolée. Bon, en tout cas, je vous ai passé le message le plus important que je voulais passer. Donc ça, c'est vraiment le... Mais mince, je voulais dire un point complémentaire. Bon, bah ça va me revenir. Hein, ça va me revenir. Ah, Grégory, merci d'avoir complété. Donc tu disais, on parlait de faire bouger les tarifs des prestations ménage-linge. Ces prestations sont facturées aux propriétaires. Oui, ah, donc tu étais d'accord avec ça, le fait de, voilà, pas forcément aller faire du revenu management sur la prestation ménage-linge. Bah écoute, on se rejoint sur ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bah écoutez, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Moi, ce que je peux vous proposer, si voilà, tout ça, ça vous a intéressé, le revenu management, vous avez envie un peu de creuser ce sujet-là, moi, je peux vous proposer à toutes les personnes qui ont suivi le live ce soir, c'est de m'écrire un message, soit sur Facebook, soit sur les autres modes de communication que vous avez, soit YouTube. Alors, j'ai communiqué sur YouTube et Facebook ce soir le live. Écrivez-moi un message pour ce live. Je vous propose de faire 30 minutes d'échange pour faire un bilan, un audit un peu de là où vous en êtes en revenu management et que je commence à vous donner des idées plus personnalisées, parce que là j'ai été très générique, plus personnalisées sur ce que pourrait être le revenu management pour votre conciergerie, pour vous aider à vous projeter et pour voir un peu ce que vous pouvez mettre en place dès demain. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est 30 minutes offertes évidemment, hein, si ça vous intéresse, écrivez-moi un message privé. On calera ce rendez-vous et puis voilà, j'aurai plaisir à continuer à parler de revenu management avec vous. Pour les conciergeries, moi ça me passionne ce sujet-là. Je pense que voilà, c'est vraiment trop dommage qu'on n'en parle pas assez et c'est vraiment un levier qui fait la différence, donc un levier hyper intéressant. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. C'est toujours un plaisir de faire ces lives. J'espère que ça vous a apporté des idées. J'espère que voilà, ça vous a inspiré. C'est toujours important quand on est entrepreneur d'avoir des inspirations nouvelles comme ça, de prendre des idées un peu à droite à gauche. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi et puis à très vite pour continuer à parler de revenu management.